Ça faisait longtemps que je voulais parler avec un chroniqueur européen et parler de l'euro. Et là, ben, ça tombe bien parce que c'est la consternation en France. J'écoutais lundi l'émission sur RMC Afterfoot et Didier Deschamps est très, très contesté. Quoi qu'il en soit, ben, je suis très heureux d'accueillir Nicolas Cougo, qui est un journaliste indépendant, mais qui a été longtemps pour RMC Sport, qui décrivait les matchs même sur RMC Sport, collabore encore régulièrement à RMC. Et on va parler des Bleus, on va parler également de l'Euro et un petit peu de Copa América. J'ai invité mon spécialiste Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence au Lac-Saint-Jean. Salut Benoît! Salut Danny. Hey, Danny, Et, merci beaucoup de me faire partager avec vous là, ben, l'opportunité de parler avec un Nicolas. Comme on mentionnait en entrée de jeu, tu n'as pas parlé de France Football, un collaborateur France de France Football, oui. Football Donc, que c'est un moi, vrai j'ai. de vrai, là. C'est quand même un Ouais. vrai de vrai. Quand tu parles sur RMC puis tu parles à France Football, tu ne parles pas à Dan Radio Sport, là. Donc, Donc, ouais. Danny, moi, je veux te remercier de me faire Ben, partager ce beau tu m'as- moment avec Nicolas. Tu m'enverras le chèque par la malle, mais il faut dire aussi que j'ai besoin de toi, parce que moi, je suis un généraliste. C'est sûr que je suis l'euro, mais écoute, il y a tellement d'autres sports de ce temps-ci que je ne suis pas rien que l'euro. Donc, c'est toi qui va être le spécialiste, qui va intervenir pour qu'on ait de l'air plus intelligent. Nicolas, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir ce matin. Un vrai connaisseur. Puis là, ben, c'est l'euphorie. Ben, c'est pas l'euphorie, c'est Mm, l'euphorie dans le mauvais sens de ce qui se c'est passe ça. en France, puisque j'écoutais lundi sur RMC. Didier Deschamps qui se fait varloper par les médias français. D'abord, est-ce que c'est mérité tout ce qui se passe avec Didier Deschamps? Alors d'abord, merci pour Ouais. l'invitation, c'est un plaisir. Bon, après, même si j'aurais préféré être dans d'autres circonstances, hein, c'est-à-dire pouvoir célébrer un petit peu, enfin continuer à célébrer un petit peu, mais bon, c'est Ouais. comme ça. Est-ce que c'est mérité? Alors, est-ce que l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse est méritée? Oui, Ben, je la pense Suisse qu'ils a l'ont pas, perdu. Hein. Écoute. voilà, la Suisse a pas volé son match. Elle a même maîtrisé beaucoup plus la rencontre que l'équipe de France. Donc, si on en reste sur le plan purement footballistique et ce qui s'est passé pendant ces 120 minutes, voilà, il y a pas de débat. La Suisse a parfaitement maîtrisé son match, était mieux organisée tactiquement. Sauf Et que la Suisse, c'est quand même une bonne équipe. C'est pas l'Italie, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les puissances. en fait, c'est une sélection qui, depuis plusieurs années, notamment sous Petkovic, fonctionne vraiment. Quand on la suit en éliminatoire, c'est toujours très, très efficace. C'est une équipe qui est agréable à voir jouer, qui a une véritable identité de jeu. Il lui manquait toujours ce petit palier dans les grandes compétitions, c'est-à-dire, on la voit, elle est malheureusement vue comme une sélection sympa, mais qui va jamais très loin. Et est-ce Un que peu là, comme ce au match-là, hockey. Un peu comme au hockey. Je sais pas si tu es un peu le hockey. je suis de loin, ouais. Ouais, la Suisse a un bon système de jeu. Donc, c'est un peu, j'imagine, la même affaire au soccer, ben, au foot, là. Au hockey, ils travaillent selon leurs moyens. J'imagine que c'est un peu la même affaire au soccer ou au foot. Ouais. Ils travaillent selon leurs moyens. Après, ils ont des joueurs qui jouent ils ont plusieurs joueurs qui jouent déjà dans des grands clubs européens. Je veux dire, Chaka, qui a fait un match absolument incroyable contre les Bleus, joue quand même à Arsenal. Ils ont Shaqiri qui est à Liverpool, qui est passé au Bayern. Enfin voilà, ils ont quand même vraiment du talent dans cette équipe-là. On le sait. Akanji derrière qui est à Dortmund. Euh, mais c'est vrai que c'est souvent une sélection. Et alors, là, je vais parler côté français. C'est aussi une sélection qu'on a tendance à pas trop, je vais pas dire sous-estimer ou surestimer, même pas trop redouter. Bah parce qu'on les bat tout le temps, en fait. Hmm. Quand on est dans des matchs couperés face à la Suisse, on passe. Il n'y a pas de problème, normalement. Ouais. Et c'est vrai que ça donne cette côté. Après, hein, je suis français, donc je peux le dire, on a toujours cette petite arrogance envers certaines nations. Bon, là, on l'a payé. Ah, donc, euh, gars. voilà. Mais pour en revenir à la question sur Didier Deschamps, est-ce que c'est mérité ce qui lui arrive? Sur le match, il s'est planté, il s'est trompé, voilà, dans Mais il l'approche y avait beaucoup tactique. d'éclopés, par contre. Ouais, il y a beaucoup. On a l'impression que les joueurs sont à bout physiquement. OK. On a l'impression qu'ils ont beaucoup de mal. Je pense que c'est pas uniquement pour l'équipe de France. On voit d'autres sélections où ça a du mal. Si on regarde l'Euro de manière générale, il y a très rarement un rythme totalement soutenu pendant toute la durée de la rencontre. Il y a peu de matchs à très haute intensité, j'ai envie de dire. Euh, en tout cas régulière. Donc c'est un mécanisme général. On a la sensation que les Bleus sont encore un peu en dessous des autres. Ça va être difficile d'analyser. Enfin, voilà, il va falloir prendre un peu de recul. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'ils étaient quand même dans un groupe particulièrement dur? Ouais, le groupe de la mort. Parce que quand tu joues l'Allemagne, quand tu joues le Portugal, tu peux pas te reposer.
quand tu joues la Hongrie en pleine chaleur à 15 point. heures devant 60 000 personnes, tu ne peux pas te reposer. On sait que souvent, dans une phase de groupe, il y a toujours un match où nous, en France, on a une expression où on dit tu fais jouer les coiffeurs, en fait. Tu peux faire jouer, en gros, tu peux faire tourner. Ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que ça peut y contribuer? Peut-être. Ouais. Benoît, toi, tu as dit calmons-nous. C'était à peu près ça quand on s'est parlé ce matin, parce qu'on a préparé notre intervention, tu as dit hey, moi, je l'écoutais à l'émission, puis les Français, ils calmons-nous. Là. Dis Deschamps, il faut que je sois là jusqu'à la Coupe du Monde. Je l'écoute beaucoup, puis oui, calmons-nous. C'est une embûche un peu. Moi, juste pour faire mon parallèle avec l'équipe de France, en 98, j'étais parti pour un voyage d'un mois. Je suis tombé amoureux de l'équipe de France à ce moment-là. Je n'étais pas dans le stade, j'étais avec un copain. On a fait le tour de la France pour suivre l'événement. On s'est retrouvés chez les Champs-Élysées à ce moment-là, première étoile. Et je suis revenu au Québec et la France, c'était mon team. Ça l'était un peu avant, mais ça a contribué à accentuer ce moment-là. Et là, j'ai les maillots des Bleus depuis 98 à tous les 12 ans. Je les ai tous. Hein. Je suis la France. J'ai parti toute cette année, j'ai parti un petit lieu de rassemblement dans ma région qui s'appelait Espace Soccer, le lieu. Et les gens se rassemblaient, on retrouvait des 50, 60 personnes. Et à tous les fois, pendant toutes ces années-là, depuis 2004, depuis que la Grèce avait remporté leur Euro, quand on avait éliminé la France en quart de finale avec Zidane et puis tout, eh bien, on présente à tous les fois que la France jouait, Dany, l'endroit était plein. C'était la seule sélection c'est ses cousins québécois quand même. C'est le seul endroit que... Et puis, soudainement, en 2018, je me retrouve dans le stade par un achat de billets sur la FIFA, comme j'ai montré un peu à Nicolas tout à l'heure. Je me suis retrouvé dans le stade à voir la finale. Les Bleus remportent. Moi, je reviens au match un petit peu. On l'a vu dès le début du match. Dès le début, là, la défensive française, il y avait un écart. C'était dangereux. Mais je ne pensais jamais, après le pénalty manqué par la Suisse, et les 3 super buts, il faut quand même le mentionner, 3 super buts là, des Français. Pogba faisait des jeux, mais défensivement, je pense qu'il y avait des lacunes. On s'est mis à s'obstiner, je crois, entre joueurs sur le terrain. J'ai entendu un peu justement un matin une émission sur le web qui disait que un journaliste présent dans le stade qui entendait les commentaires entre les joueurs, Pogba avec Pavard, Pogba avec différents joueurs, avec Coman, avec Deschamps, différents moments dans le match. On peut se poser la question sur Deschamps, tu dis, le changement de Griezmann aussi en fin de match, est-ce que c'était le bon moment de changer Griezmann à ce moment-là? Benzema, je pense qu'il était blessé. Je pense qu'on n'a pas trop eu le choix, mais Griezmann, moi, j'ai eu peur. À 3-2, je me rappelle du moment, Griezmann, Deschamps prend Griezmann dans ses bras, il lui dit de quoi à l'oreille, garde, on se place défensivement, je ne sais pas trop. Bang, le but arrive. La défensive trop loin du milieu de terrain. Hein? Je pense l'erreur de Pogba. Il faut bien mentionner son but qui était magnifique, là, mais l'erreur défensive. J'ai entendu dire entre les bras, Nicolas va peut-être me reprendre, là, mais que la défensive, Varane, il y avait des obstinations à se tenir plus loin face au milieu. Là. Il y avait comme un écart. Mais ce but-là, on l'a vu en tout cas. Hey, oui, vas-y, Nicolas, parce que en fait, le souci tactique, il est là. En fait, il est double. Et c'est aussi ce qui est reproché à Deschamps, c'est-à-dire qu'il a utilisé un système avec cette défense à 3 qu'il n'a quasiment jamais utilisé en équipe de France. De mémoire, je crois qu'il l'a utilisé une seule fois il y a 2 ans dans un amical. Donc, et on a en France une petite expérience, une grosse expérience. Certains supporters ont une expérience du fameux 3-5-2 expérimental qu'on sort dans un grand rendez-vous. C'est le PSG de Laurent Blanc face à City. Et il se fait éliminer en utilisant son 3-5-2 que son équipe ne connaissait pas. Et on a vu sur le terrain. Et c'est le principal reproche qui est fait à Deschamps. Après, on peut parler des hommes, hein, ça c'est clair, sur certains postes. Mais le principal reproche, c'est ce fameux 3-5-2 que personne n'a compris, qu'on a même l'impression que les joueurs n'ont pas compris, parce qu'il y a un déséquilibre, tu disais, il y a un trou immense au milieu de terrain. Franchement, quand tu vois le match, les Suisses ont joué dans un fauteuil. Xhaka, il n'a personne sur lui. Les sorties de balles des Suisses, ils sont tranquilles parce qu'il y a un pressing, entre guillemets, qui est initié par Mbappé, Benzema, mais personne ne suit derrière. Alors, il y a des espaces de partout. C'est très compliqué et on se fait prendre sur les côtés parce que il y a aussi le côté Rabiot dans homme de couloir gauche, c'est pas son poste. Il y a le souci avec Pavard qui attise pas mal de commentaires hein, de la part de nombreux supporters parce que c'est pas forcément foufou hein, ce que fait Pavard, même dans une défense à 4.
Mais il y a un gros déséquilibre tactique, personne ne l'a compris. D'ailleurs, Deschamps essaie de le corriger en cours de match, en cours de première mi-temps, ou après une demi-heure à peu près, on repasse à une défense à 4. Mais on a senti les joueurs perdus, indépendamment de la fatigue physique qu'il peut y avoir. On les a sentis perdus et c'est ce qui peut aussi expliquer que par moments, ils ont commencé à s'accrocher un petit peu sur le terrain. Il y a la scène entre Pogba et Rabiot en fin de match, sur le dernier but, sur le but égalisateur à la 90e, où Rabiot s'en prend à Pogba qui perd le ballon au milieu de terrain. Mais dans l'absolu, si on revoit l'action, Pogba perd le ballon entre guillemets bêtement au milieu de terrain. Mais il n'y a pas de danger, on est en surnombre. Sauf qu'on est mal placé. Kimpembe est en retard sur Gavranovic, etc., etc. Tu me parles de Mbappé, c'est le joueur actuellement, je pense qu'en France, outre Didier Deschamps, qui est vraiment là, la cible des médias français, Mbappé est vraiment également la cible également. Après Deschamps, Mbappé est vraiment pointé du doigt pour cette défaite de la France. On lui reproche. Ouais. Les détracteurs qui font toujours plus de bruit dans ces situations-là. Et puis, il y a un petit côté clubisme aussi, parce qu'il joue quand même au Paris Saint-Germain, qui est un club qui attise toutes les passions et souvent négatives. On lui reproche le fait de ne pas avoir marqué dans l'Euro, le fait de ne pas être décisif sur ce match, le fait de ce penalty, de ce tir au but, pas très bien tiré, il faut le dire. Mais bon. Moi, je pense aussi, messieurs, à quelque part, ça devient pour Mbappé, puis aussi à quelque part pour l'équipe de France, une petite leçon d'humilité à un moment donné. Là. Ça me fait penser un peu à 2010. C'était vraiment pas autant que 2010. Oui, 2010, ça brassait, je me rappelle. Mais je veux dire, leçon d'humilité, vous étiez les grands favoris de tout ça. Là, ça laisse place à plein de choses avec les sélections qui restent. Mais leçon d'humilité, regardez-vous, revenez, parce que là, il y a des matchs qui vont revenir pour le Qatar, puis ça va aller vite. La Ligue des Nations, ça va être intéressant. Là. Les Italiens, on risque d'avoir des duels intéressants à l'automne. Ouais. Mais très dommage, cette défaite-là. Moi, on était un groupe, là, on était sur le bout de notre siège, là, les tirs de pénalité à toutes les fois. Quand Kimpembe s'est présenté, les gars, j'étais énervé à toutes les fois. Là, vraiment, là, je me demandais qui allait le manquer. C'est la future star du ballon rond sur la planète qui a manqué son coup. Mais c'est toujours comme ça. En fait, c'est toujours comme ça. Je t'avoue que chez nous, quand on l'a vu arriver au 5e, on s'est dit, il va le rater. C'est facile à dire avec le recul, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours, entre guillemets, celui qui est censé être ton meilleur joueur. Je veux dire, 86, Platini rate son tir au but face au Brésil. C'est des exemples comme ça. Ma question là-dessus. Ma question là-dessus, c'est Mbappé, Benzema. Est-ce que c'est sûr que j'ai entendu des choses qui se disaient aussi en France? Benzema est-il arrivé trop tard en sélection? Le temps de bien se préparer. Oui, bel arrivage, il marque 4 buts, intéressant. Ouais, Mbappé n'en marque pas. Il y a la chimie entre eux. Là. Est-ce que tu sais? En fait, c'est une vraie bonne question. Alors, quand elle est dépassionnée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en France, parce que Benzema, c'est pareil, il attise... Il déchaîne et déferle les passions et pas forcément les meilleures, parce qu'il y a des éléments politiques qui viennent s'amuser à faire de la récupération dessus. Donc voilà. Mais si on prend un petit peu de recul, et ça fait partie aussi des choses qu'on peut reprocher à Deschamps, indépendamment de la tactique du match, dans l'approche de la compétition, évidemment que ça paraissait d'une logique incroyable de faire venir Karim en équipe de France. Mais pourquoi là pas plus... Il fallait le faire venir plus tôt. On l'a vu que les automatismes de ces trois-là, n'étaient pas encore complètement réglés, que c'était pas... On n'est pas sur une partie de Football Manager, en fait. Il ne suffit pas de placer des noms pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait des automatismes qui se créent, évidemment, qui sont amenés à parler un même football. Mais pour être amené à parler un même langage, il faut parler ensemble avant. Et le problème, c'est qu'on leur a dit d'entrée, quoi. Ils ont eu des matchs amicaux juste avant et basta, et direct, on envoie avec l'Allemagne, le Portugal. C'est compliqué dans ces circonstances-là. Et on s'aperçoit au final que Benzema s'en tire super bien sur cet Euro. Il fait un Euro incroyable. C'est ce qui donne encore plus de regrets, presque. Et c'est des gros égos aussi. Là que c'est Raymond Domenech qui était le titulaire en 2010. C'était Raymond Domenech qui était, je me rappelle, ça avait été la chimie française. Ça avait été épouvantable. Là. Écoute, les gars se chicanaient entre eux autres en public.
Ça prenait tout que. Mais est-ce que la chimie était parfaite? Je te parle du vestiaire. Ça prend quand même, en France, les égaux. L'équipe française, c'est pas n'importe qui peut diriger les équipes françaises. Est-ce que Didier Deschamps, je me rappelle qu'il avait remplacé Raymond Domenech à la France, a fait quand même un excellent travail avec l'équipe française. Mais est-ce que son temps est fait? Et est-ce qu'on devrait attendre la conclusion de la Coupe du Monde pour le remplacer? Ouais, Parce que la Coupe du Monde est l'an prochain, là, donc ouais, c'est l'an prochain. Et il me semble que le président de la Fédé, Noël Le Graët, avant la compétition, avait dit qu'il était intouchable quoi qu'il arrive à l'Euro. Donc au moins, comme ça, la question, normalement, est réglée. Ce qui devrait aussi, parce que on parlait tout à l'heure pour Mbappé en disant ça va lui faire du bien. On parlait de la notion d'humilité pour l'équipe de France. Et c'est vrai. Et plus que le parallèle 2010, je ferai le parallèle avec 2002, moi. Où 2002, on était les grands favoris de la Coupe du Monde avec l'Argentine. D'ailleurs, les deux se sont ramassés parce que les deux on a des parallèles avec l'Argentine sur la notion d'arrogance et de manque d'humilité parfois. Je ferai peut-être plus le parallèle avec cela. Sur le papier, on avait une équipe incroyable en 2002 et on s'est ramassé au premier tour. Là, on s'est plus ou moins ramassé. Les joueurs on a quand même fait un bon premier tour. Je me souviens, en 2002, les joueurs étaient un peu dans le star system. Là, hein? Partout, les commanditaires, les promotions, c'était tous des noms. Là. Mais pour revenir à Raymond Domenech, Danny, moi, je pense que c'était la coupe de trop pour lui. Il aurait fallu qu'il parte en 2008. Là. Ça, c'est vraiment... cette coupe-là était trop pour lui. Puis, gars, ça fait ça. Juste une dernière question avant de parler, parce qu'on va y aller avec l'Euro. Est-ce que Zidane s'en vient à l'équipe de France? Parce que là, tu n'auras pas le choix. Là. Zidane est quand même un bon entraîneur, c'est titulaire, là, le vrai mot au soccer. Là. Zidane, il me semble qu'il va y avoir une pression énorme en France pour que Zidane succède à Raymond Deschamps. Messieurs? Didier Deschamps. Raymond Deschamps, je dis Deschamps. Non, mais après, pour Didier Deschamps, je pense qu'il va rester jusqu'au Qatar. Il n'y a pas de raison de le faire sauter. On parlait tout à l'heure de. Est-ce que tu me demandais tout à l'heure, est-ce que ce groupe est uni? Ou est-ce qu'on est sur du 2010 où tout le monde se met sur la tête? C'est pas le cas. Hein. Deschamps, il a su ramener l'équipe de France au centre de tout le monde, concerner ses groupes. On l'a vu en 2016, on l'a vu en 2018. On l'a vu là, on a perdu, il va y avoir quelques turbulences, mais ça va repartir, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Est-ce que Zidane est amené à prendre l'équipe de France? Ça me semble complètement inéluctable, cette histoire-là. J'en sais rien, je n'ai pas les infos. Mais voilà, c'est ça. C'est la suite de Deschamps. Ce qui paraît logique, ou entre guillemets, ce qui pourrait être fait de manière logique, c'est de l'emmener, il prend la succession de Deschamps après Qatar 2022. OK. Bon, on va y aller avec l'Euro maintenant. Écoute, Benoît, Nico, comment tu trouves jusqu'à maintenant l'Euro? Je sais que ça a été critiqué par les médias en France également. C'est pas mal ma source que j'écoute. Là. On dit que l'Euro, c'est pas nécessairement un bon Euro. Pourtant, il y a quand même eu des bons matchs. Je comprends pas qu'on dit ça en France actuellement et en Europe. Après, on le dit tout le temps. On l'a dit sur la Coupe du Monde 2018 où après le premier tour, on disait que c'était pas bon non plus. Il faut pas oublier que derrière ça, il y a la critique du fait que l'Euro, il y a 24 équipes cette saison. On entendra exactement, on peut déjà l'annoncer, hein, quand la Coupe du Monde sera à 48, on entendra les mêmes critiques quel que soit le niveau des matchs. Donc, voilà. Après, on sait très bien comment marchent les grands tournois internationaux. Généralement, les phases de groupe, c'est pas là où tout le monde se lâche. Parce que les grosses nations, par exemple, se préparent pour les matchs de la deuxième compétition, entre guillemets, la vraie compétition, celle à élimination directe. Et on l'a vu, les huitièmes de finale, il y en a quelques-uns où, on a eu de l'émotion, on a eu du spectacle. Alors, on n'a pas forcément toujours du grand football, même si on a quand même quelques équipes. L'Italie me semble incroyable. Mais ça monte en régime et c'est inhérent à chaque compétition. C'est-à-dire que tu prends une Coupe du Monde, la phase de groupe, tu vas avoir quelques bons matchs, mais c'est après que ça commence à véritablement monter parce qu'il y a la notion de coup près qui s'ajoute à tout cela et les équipes sont prêtes pour ça. Donc, est-ce que c'est un mauvais euro? Je ne suis pas convaincu. J'ai connu des euros bien plus terribles que ça. OK. Est-ce que c'est, Danny, est-ce que c'est le fait que la France perd? Mais je me souviens de Russie 2018. Deschamps gagne la Coupe du Monde, on amène et on critique Deschamps. C'est jamais content, finalement. On adore ça ressemble aux Canadiens ici avec l'entraîneur. On adore s'auto-flageller. Je ne sais pas comment les Canadiens sont, mais alors en France, en fait, on a deux aspects. C'est-à-dire qu'on a un côté très arrogant quand on aborde quelque chose. On l'a vu dans cette compétition. Il y a eu des titres de l'équipe qui met Mbappé, Benzema, Griezmann en disant ils rêvent tous de notre attaque. Enfin, voilà. Oui. Voilà. Au final, ils en rêvent tellement tous qu'on n'y sera plus.
Et on a ce côté aussi auto-flagellation, c'est-à-dire que quand on gagne, je ne sais pas si c'est une vieille idée de romantisme à la française. Quand on gagne, il faut qu'on gagne. Je ne sais pas de quelle manière. L'équipe de le 2018 avec Deschamps, oui, la phase de groupe n'est pas folle, mais il y a des matchs. Le match contre l'Uruguay est un match maîtrisé, mais de bout en bout. L'Argentine, on a su appuyer sur tous les points faibles de l'Argentine que les observateurs connaissaient, mais que personne ne voulait voir parce qu'ils étaient éclipsés par Messi. Beaucoup d'observateurs connaissaient les défauts de l'Argentine. La France a appuyé pile sur ces points-là, ce qui montre aussi une certaine maîtrise tactique. Et la finale, pareil. Donc voilà, mais c'est pareil, tu vois, 98, on est champion du monde, on n'est franchement pas la plus belle équipe dans le jeu. La seule fois, entre guillemets, où on a allié les deux, c'est-à-dire le jeu, le fait d'être favori et le titre, c'est 2000. Et voilà, et on a toujours ce souvenir des belles équipes. En fait, on a souvent été des beautiful losers en France. La génération Platini, à part l'Euro 84, la Coupe du Monde 82 et 86, on est magnifique, mais on ne gagne pas. On gagne l'Euro, mais on a une équipe magnifique. Et on vit sur ce mythe-là, en fait. L'Italie, donc, tu vois, tu l'as effleuré un peu, tu vois l'Italie remporter l'Euro? Personnellement, pour les avoir pas mal suivis, parce que je travaille un petit peu pour l'UEFA aussi, je travaille pour l'UEFA aussi, donc pour avoir suivi l'Italie en match éliminatoire, j'en faisais déjà l'un de mes favoris avant la compète. Ah oui, et quand on voit ce qu'ils font sur cette compétition, voilà, quand on voit... on parlait tout à l'heure de maîtrise des matchs. Elle a été accrochée par l'Autriche. L'Autriche a fait un super match contre l'Italie. C'est chanceux sur la pénalité. Sur le but à refuser. C'est chanceux sur ce but-là. C'était serré l'action. Là. Exactement. Et Danny, oui, monsieur, encore, on a des beaux duels. Vous parlez d'Italie, Nicolas, mais moi, je vois l'Angleterre monter un peu et les matchs vont être hier, on a vu contre les Allemands. Moi, j'y vais pour l'Angleterre pour la suite des choses. J'ai hâte de voir. Chez eux, je pense que la finale va être à Wembley. Oui, les Italiens. La Belgique, je pense qu'on a vu des difficultés lors du dernier match. Les blessures de Bruyne vont survenir. Les blessures vont faire mal, là. Si De Bruyne et Hazard ne sont pas là, ça va être dur. La Belgique sans De Bruyne, c'est compliqué. Nicolas, on va parler un peu de la Copa América parce que... Danny, avant de terminer, moi, j'ai mis une équipe Cendrillon quand même. Hein? On se rappelle du Danemark. Là. Moi, je vois l'équipe Cendrillon qui a avec leurs joueurs en début de coupe, avec l'histoire qu'ils ont vécue. Là, on va avoir un gros rendez-vous contre les Tchèques. Parce que les Tchèques ont été solides aussi. On va avoir tout qu'un match. Mais je continue à y aller avec les Danois ce match-là. J'ai hâte de voir, là, mais... Et justement, ils sont du côté. Et justement, ils sont du côté des Anglais. C'est pour ça que je reste encore prudent avec les Anglais, parce que tu vois, on parlait de jeu tout à l'heure. Je parlais de l'Italie dans le jeu, ou même l'Espagne qui monte en régime. L'Espagne, ça va être compliqué de les bouger aussi. Pour l'instant, moi, l'Angleterre dans le jeu me séduit pas plus que ça. C'est efficace, ça fonctionne, mais voilà. Mais quand tu vois le Danemark avec ce surplus d'âme qui les habite, le web large un peu. OK. Nicolas, je veux te parler de la Copa América d'abord. Est-ce que Benoît, t'es revenu? Es-tu correct, Danny? Oui, donc c'est OK, on est à trois même. Nicolas, je veux te parler de la Copa América, entre autres. Écoute, j'ai écouté un podcast. Moi, je ne l'ai pas suivi du tout parce que, premièrement, je suis sur les. C'est les heures. Puis à un moment donné, il y a tellement de sport actuellement. C'est fou, là. J'ai jamais vu. Ça fait 40 ans que je suis le sport, mais je n'ai jamais vu autant de sport. Je ne m'en rappelle plus, en tout cas. Mais j'ai écouté un podcast ici au Québec, on disait que le soccer de la Copa América, c'est du soccer des années 80. Ça accroche beaucoup, beaucoup. Il parle aussi comme un match, entre autres, qui avait 8 minutes de temps d'arrêt, de temps ajouté alors que ça ne brassait pas du tout. Es-tu d'accord avec les affirmations d'Olivier Brett là-dessus? Écoute, y a pas mal de facteurs qui entrent en jeu dans cette Copa América qui fait qu'elle est très particulière. Alors c'est pareil, on est encore sur une compétition continentale internationale, donc la phase de groupe, c'est jamais d'un très très grand niveau. Surtout quand en plus, parce qu'elle est particulière cette Copa América, tu as 2 groupes de 5 et tu en as 4 qui passent. Hein. Donc généralement, les 2 groupes servent à sortir la Bolivie d'un côté, le Venezuela de l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc concrètement, c'est ça. Après, il y a des choses très particulières, c'est-à-dire qu'il y a l'état des terrains qui est absolument déplorable. Il y a des terrains, à Cuyaba, ils ont joué, l'Argentine a joué là-bas, c'est un carnage. Au bout de 10 minutes de jeu, le terrain, il y a des plaques qui s'enlèvent, ça ne ressemble à rien. Le Brésil s'est plaint, par exemple, à Rio, quand il joue au Nilton Santos, de l'état de la pelouse. Tout le monde s'en plaint. D'ailleurs, le sélectionneur du Brésil a pris une amende pour s'être plaint de l'état des pelouses.
Il y a le fait que les joueurs arrivent comme à l'Euro, un petit peu dans un état de fatigue hyper avancé. On leur fait empiler les matchs parce qu'avant la Copa América, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont joué 2 journées d'éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui. Et quand on sait ce que sont les éliminatoires de Coupe du Monde en Amérique du Sud, on n'en sort pas forcément bien fort. Donc, ils enchaînent des matchs sur des terrains qui ne sont pas en état. Dans un contexte très particulier, parce qu'il y a aussi les histoires de Covid. On parlait d'éliminer le Venezuela. Le Venezuela a fait 2 matchs de la compétition avec 14 absents à cause de la Covid, quand même. Ouais. Comment tu veux travailler dans des conditions normales tu vois. Donc, c'est très… Franchement, tirer des enseignements sur cette Copa América, voilà. Après, il y a des équipes qui se détachent. Pareil, ça monte en régime. Bon, il y a le Brésil qui est loin devant tout le monde. L'Argentine fait des choses intéressantes sur une demi-heure dans un match à peu près. Et il y a l'Uruguay qui est en train de vraiment monter en pression. Mais ça va être difficile de tirer des conclusions footballistiques de cette compétition. Vas-y, Benoît. Moi, Danny, j'aimerais bien, en tout cas avec Nicolas, on fait une comparaison avec l'Euro, mais je l'ai mentionné à un moment donné que, comme en 2016, quand il y a eu une coupe, Nicolas, tu as dû la suivre, la Coupe Centenario. J'aimerais ça que les instances du Common Ball, du Sud-Amérique, puissent s'asseoir avec les gens de la Gold Cup, de la CONCACAF, et puis, pourquoi pas, s'unir une fois pour toutes, puis rajouter des sélections et permettre aux États-Unis, au Mexique, au Honduras, au Costa Rica, même le Canada, qui a une sélection intéressante là, de plus en plus avec Davis et David. Ouais. On a deux joueurs sur la planète foot qui performent énormément. J'aimerais beaucoup, moi, que ça puisse se faire au niveau du continent Amérique du Nord, continent Amérique, les 2 Amériques réunies et l'Amérique centrale aussi. Là. C'est un vieux serpent de mer, c'est un vieux débat, puisqu'on l'entend pour les sélections. Il y a même des gens qui le proposent pour même les éliminatoires à la Coupe du Monde. Il y a des gens qui le proposent aussi pour le faire avec les clubs, les compétitions de clubs. Alors, autant pour les compétitions de clubs, je trouve ça aberrant. Autant pour les éliminatoires Coupe du Monde, je pense que ça ne rendrait pas service à la partie nord. Parce que si derrière, si tu donnes 8 places en Coupe du Monde et que tu joues les 10 Sud-Américains, il y a moyen qu'il y en ait 6 qui prennent les places déjà. Donc derrière, il va te rester le Mexique et éventuellement États-Unis ou quelqu'un d'autre qui arrive à se mêler là-dedans. Donc voilà. Mais en termes de Copa América, la Copa América Centenario était très sympa. J'avoue, le concept était sympa. C'est vrai que pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, parce qu'on a la sensation, là par exemple, c'est particulier parce que c'est au Brésil et le Brésil ne se passionne pas vraiment pour les Copa América, le peuple brésilien. Moi, je l'ai vu, j'étais au Brésil en 2019, ils en avaient strictement rien à faire de la Copa América. Ça les intéressait pas, ils étaient en train de suivre la sélection féminine qui jouait la Coupe du Monde. Je ne suis pas convaincu que la Gold Cup passionne plus que ça. Non. Tout le monde attend le traditionnel USA-Mexique en finale. C'est pas forcément… voilà. Alors qu'il y a des choses hyper intéressantes qui sont faites en Amérique du Nord. Tu parlais du Canada qui avance très très bien. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Il y a aussi des pays d'Amérique centrale. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Panama depuis plusieurs années. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à réunir les deux franchement, pourquoi pas, ouais. Mais alors, pour le coup, si je dois donner mon avis personnel, ça ne me dérangerait pas et je trouverais ça plutôt pas mal plutôt que d'inviter 2 sélections en Amérique du Sud de temps à autre. Nicolas, dernière question. C'est plus local, OK? Parce que ça fait 30 minutes et des podcasts de 30 minutes, c'est ça long, très long, même de ça. Moi, je ne suis pas genre à faire des podcasts de 3 heures. C'est tout de suite. Karim Benzema. Là, Benoît va me venir arriver. Ça, on sait qu'à 34 ans, souvent en MLS, il y a les vedettes internationales arrivent à 36, 37, 38 ans. Tu connais la MLS? Le CF Montréal, l'Impact, à quelque part, c'est pas si un peu ce qui se passe. C'est vraiment, ça commence à être désolant comme équipe. C'est un fantasme, là. Je ne sais pas si ça va arriver, là. Quand Didier Drogba passé à Montréal, l'équipe a vraiment été sur un high terrible. Malheureusement, les gens à Montréal, l'Impact était en train de devenir un club majeur. Était sorti de ça. Malheureusement, Joey Saputo n'a pas assuré la suite en allant chez une grande vedette. Est-ce que Karim Benzema avec l'Impact ou le CF de Montréal, est-ce que je rêve ou c'est une possibilité? Moi, tu rêves. Non, mais c'est parce que l'Impact, quelque part,
Et quelque part, il va falloir changer. Ça va prendre un coup de barre sérieux pour sauver cette franchise-là parce que Jérémy Filosa, on va l'avoir bientôt. Il a donné 2 ans à l'Impact. J'y crois, moi, à ça. Là. Donc, si on veut sauver la franchise, ça va prendre une vedette internationale. Et moi, je vois Benzema arriver. Est-ce que je rêve, Nicolas? Tu connais? Juste avant, Nicolas, Danny, moi, je pense qu'avant d'aller venir à Montréal, il va aller s'il vient en MLS, premièrement, s'il vient ici en MLS. Mais le marché montréalais. Oui, mais moi, je te dis qu'il va aller à Miami avant ça. Beckham, si c'est Beckham qui est à la course après des gros noms, on le voit. On l'a vu hier, justement, dans le stade, là, pendant le match, par rapport à ça, oui. Et on voit ce que le CF Montréal propose présentement avec Olivier Renard, c'est une attitude de jeunes joueurs, former des joueurs. Mais c'est pas demain que tu vas former une grande. On l'a vu que Drogba, c'est pas. Je sais. Mais Benzema, le fait que Montréal est la seule. Et on en parlait dans la discussion, là, Montréal est le seul marché francophone en Amérique du Nord. C'est sûr que là, si Thierry Henry dirigerait, ça aurait plus de sérieux, à mon hypothèse. Mais je suis assez d'accord avec Benoît. Je pense que s'il doit venir en MLS, ça sera plus du Miami ou du Los Angeles qu'autre chose. OK. Même si c'est le marché francophone, OK. Ouais, même sur le marché francophone, tu vois, regarde par exemple Matuidi, il n'est pas venu à Montréal. Donc, il était sur un marché francophone aussi. Un peu, ça, là. Ouais. Pardon? C'est sûr que si Thierry Henry serait encore... Tirer un joueur comme ça, Danny, pour attirer quelqu'un comme ça prend un projet. Oui, mais qui aurait dit Drogba? Un endroit incroyable. Drogba, à l'époque, était repêché par Chicago. Et il ne voulait pas aller jouer à Chicago. Donc, qui dit que ça... Lui, c'est... Ouais, mais après, après, il n'y a pas grand monde qui veut aller jouer à Chicago. Oui, c'est sûr. Lui, il l'a voulu. Lui, il l'a voulu, Drogba. Il l'a demandé, il l'a voulu, il l'a eu. Ils ont fait des démarches pour. Mais le cas que tu mentionnes, le nom que tu mentionnes, Benzema, il faut qu'ils le veulent, il faut qu'ils projet. Mais après, c'est le projet. Et j'avais entendu aussi cette histoire comme quoi on aurait donné 2 ans à Montréal. Ça aide pas à avoir un projet qui permet de construire sur du long terme. Donc, tu l'as entendu même en France, Nicolas? Je ne sais pas si c'est entendu beaucoup en France. Enfin, moi, je suis la MLS, donc forcément. Mais tu l'as entendu aussi, tu l'as suivi. Tu sais que c'est Jérémy Filosa qui est un excellent chroniqueur qui a donné 2 ans à Montréal. Et moi, je suis convaincu qu'on va l'avoir, Philo, là, bientôt. Tu sais qu'il est en vacances. Parce que quand on suit la MLS, il y a beaucoup de demandes actuellement de franchises et il n'y a pas assez de villes. Il y a trop de villes pour ce qui est. Il manque de villes pour la demande, c'est ça. Et fais un match de l'Impact demain ou le CF Montréal, il n'y aurait même pas 10 000 personnes, 12 000 personnes, malheureusement. Donc, moi, je crois que des concessions comme Détroit, des villes comme Détroit, Las Vegas, la pression va être énorme sur Montréal tantôt là, pour conserver la franchise. Ouais, je pense aussi. Il va falloir que cette franchise ait une vraie volonté de faire quelque chose, d'avoir un vrai projet. Et l'Impact, ça a été le changement de nom. Je ne sais pas si je suis quand même. Le changement de nom, c'est une catastrophe. Franchement, alors vu de loin, moi, je suis pas un insider et je suis pas forcément un supporter non plus, mais en tant qu'observateur, avec du recul, ce changement de nom est une catastrophe. Et le nom en lui-même est une catastrophe. Il faut dire les choses. Le nom en lui-même est catastrophique. Très difficile. Tu sais, Nicolas, moi, je t'ai mentionné qu'on est d'une région éloignée ici de Montréal, là, le lac Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est à 4-5 heures de route de Montréal. Et nous, le foot, le soccer, c'est le hockey. Hein? Et puis, moi, ça fait 30 ans que je suis dans ça. Là. Puis, voir la structure professionnelle à Montréal, le coup qu'ils nous ont fait, les fans, on a fait une petite émission ici, un podcast ici qui s'appelle Ça parle là. J'aimerais bien t'inviter à un moment donné à faire une petite émission ensemble. Là. Ça s'appelle Foot au lac. Et j'avais invité les Ultras de Montréal et les gars étaient outrés de ça, du changement de nom, l'annonce de ça. Ça a été, pour moi, là, que développer cette culture-là, ça a été un gros coup. En plus, le président qui a fait les démarches pour s'enligner vers ça est originaire de notre région. Très difficile à prendre, en tout cas. Là. Aucun respect pour le fan. Et si jamais l'Impact s'en va, ce ne sera pas nécessairement la faute des fans. Je m'excuse, là, il y a eu un travail qui n'a pas été fait. Puis il va falloir se regarder dans le miroir parce que Montréal est un marché. Parce que le soccer au Québec, là, c'est pas comme beaucoup de comparaisons avec le hockey, puis c'est pas le même sport. Donc, tu sais, quelque part, là. Puis ça, c'est ça, il y a une job d'éducation à faire et l'Impact ne veut pas le faire. Puis les régions aussi, ils ne s'occupent pas des régions. Ça, on pourrait en reparler longtemps. Ça fait quand même 30 minutes qu'on est là. Nicolas, merci beaucoup. J'espère qu'on va se reparler. Écoute.
Quand tu veux. Avec plaisir. Benoît, nous, on va se reparler samedi avec Francis Médien, qui est pour faire un peu le tour de l'Euro. Et merci beaucoup, puis très apprécié de parler avec un vrai journaliste français, un vrai connaisseur qui est sur RMC, qui est sur France Football également. Merci et au plaisir de se reparler. Merci. Benoît, vas-y. Merci, Nicolas. Danny, encore merci. Puis, je fais mes prédictions rapidement. J'aimerais ça que Nicolas donne ses prédictions. On fait ça pour le plaisir. Alors, à l'Euro, j'ai mentionné les Anglais. Oui, les Danois pourraient être tannants ou la République tchèque, mais j'y vais en Angleterre. Ils mériteraient. Ils n'ont jamais gagné l'Euro. Allez, Harry Kane en montagne. Sterling, j'ai bien aimé hier. Angleterre. Et de l'autre côté, en Copa América, mon joueur préféré depuis 10 ans, que je lui souhaite enfin une victoire en sélection. Alors, allez l'Argentine contre le Brésil. Nicolas, toi, rapidement, vite, en 2 secondes. Italie pour l'Euro. Okay. Franchement, pour le symbole, alors Messi, OK. Mais pour le symbole, je rigolerais beaucoup d'une finale Brésil-Uruguay, mais je pense que le Brésil va la gagner. Ouais, okay. Merci beaucoup. On s'en reparle bientôt, Nicolas. Peut-être à la fin de la conclusion, peut-être de l'Euro. Je ne sais pas si tu veux. Ça marche. OK, donc on va s'en reparler avec Benoît. Merci beaucoup. Donc, Nicolas Cougaud de RMC de France Football et Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com.